Bonjour tout le monde, c'est bon d'avoir entendu tout le monde là. Quelle belle discussion. Je suis Gina, je suis étudiante en doctorat en psychologie à McGill et je suis vraiment excité d'être ici pour vous présenter Dean Owen. J'ai rencontré Dave à différents événements dans le passé. J'ai toujours bien aimé écouter ce qu'il avait à dire sur ces sujets, comment il fournit un point de vue nuancé. Et ça, c'est quelque chose qui est bien nécessaire à des sujets sensibles là, comme EDI. Alors, si vous avez des questions durant ou après les discussions, écrivez-les dans la section Q&A et on va répondre au plus de questions possibles. Et puisque c'est notre dernière conférence aujourd'hui, restez après la discussion de Q&A parce qu'on va avoir des remarques de la fin de Dr. Martin Drapeau. Et souvenez-vous d'être avec nous demain pour le dialogue à 10 heures entre deux professeurs qui ont des vues opposées sur le sujet de l'EDI et d'idéologie raciale. Donc, Dave D. Oyen est un consultant de diversité et d'inclusion. Ses services à la communauté ont été focalisés sur faire avancer des systèmes positifs pour arrêter le racisme contre les Noirs, la police, les soins de santé et la DPJ. Il était membre aussi du service de police de Toronto et le comité de revision et de conseil, revisant les services pour arrêter le racisme systémique et améliorer les relations des polices. Il était sur le comité Black Health Alliance et Children Health Society de Toronto pour réduire la surreprésentation d'enfants noirs et de jeunes. Et il est aussi membre de Michael James, la fondation. Il est sur le comité et sur le comité des jeunes. Alors, merci encore de vous joindre à nous. Dave, à vous la parole. Thank you, Gina. Merci. Bon après-midi, tout le monde. Alors, mon nom de famille, vous pouvez dire Doyen et si vous êtes Doyen is good en anglais. Donc, je vais préparer mon PowerPoint. Gina ou Andy, est-ce que vous voyez? Tout est bon, merci. Alors, les francophones, j'ai mes pages en français. Si vous êtes anglophone, peut-être choisir l'option qui vous permet d'écrire en anglais parce que par défaut, c'est la langue naturelle que je vous présenterai. Mais je veux m'assurer là, que je peux rejoindre tout le monde autant que possible et pratique mon français aussi au niveau d'intermédiaire. Donc, il y a certaines choses que je vais couvrir dans ma présentation d'aujourd'hui. C'était un peu difficile et merci Andy de m'avoir aidé d'encadrer mon sujet, là. Donc, vous allez voir d'où ça vient le passé, le présent de le DEI, où ça semble se diriger, certaines réponses aussi au DEI et ce que je pense on pourrait faire pour réformer cela. Si on croit que la réforme est possible, là, je sais que Dr. Haskell parlait aujourd'hui, disait qu'on se débarrasse de ça complètement ou la formation complètement, mais moi, je dirais, ça, c'est une mesure extrême. Euh, ça vous est bien ouvert, dépendamment de votre point de vue, si vous croyez cela, mais je pense qu'on doit considérer aussi les conséquences d'un abandonnement total de ce champ. Euh, alors, je vais commencer ici. Donc, j'ouvre avec l'histoire et le développement de cela. Comme vous voyez, cette photo, c'est une image de la marche à Washington dans les années 60 aux États-Unis. Ça faisait partie du mouvement des droits civils. Et l'acte 1964, le Congrès américain a amené l'emploi, l'égalité de l'emploi pour des gens basés sur la couleur, la race de la personne. Alors, contre la discrimination
c'est focalisé sur le différent de cette loi-là, donne l'opportunité à tout le monde. La discrimination aussi serait possible dans d'autres sphères, donc le service public et l'accommodement. Donc ça, c'est vraiment où la diversité et l'inclusion a pris naissance, hein. C'est le mouvement des droits civils. Euh, alors, des emplois égaux, des opportunités, parce que plusieurs personnes noires étaient discriminées par rapport à ça. Si vous suivez l'histoire américaine, eh bien, il y a eu 400 ans d'esclavage, si vous voulez, 400 années là, autour du monde en réalité d'esclaves. Mais après cela, euh, des 1850, mais ça a pris 100 ans maintenant. On arrive à 1950 où les États-Unis ont dit, bon, les Noirs ce ne sont pas une propriété, mais ils sont des gens, mais d'avoir la citoyenneté, ils n'étaient pas des vrais citoyens aux États-Unis. C'est seulement dans les années 1960 où ils ont eu les droits ou la protection euh, alors africains-américains. Et au Canada, et comme vous voyez ici, là, la première fois où on a eu la Charte des droits et libertés, c'était au Québec en 1975. L'Assemblée nationale était le droit à l'égalité dans la reconnaissance. Et j'ai choisi deux sections là, pour vous partager et c'est spécifique au domaine de l'emploi. Donc, 18.1 de la Charte focalise sur nul ne peut, dans un formulaire, demander d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi requérir d'une personne ou des enseignements des motifs, disons, pour des actions, des programmes d'action affirmative. Et la section 20 disait, bon, ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au moment de la demande. Donc, pour éviter la discrimination. Comme vous voyez ici, une distinction, exclusion, préférence fondée sur les aptitudes ou qualifiées requises par un emploi ou justifiées par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique et réputé non discriminatoire. Et parfois, on le voit dans d'autres lois de droits humains, la Nouvelle-Écosse, et vous allez le voir aussi là, dans notre, la Charte des droits et libertés canadienne. Je veux partager avec vous quelque chose qui est important de savoir. Un des cas bien, bien connus, là, si vous allez en droit, là, vous allez voir Christie versus The York Corporation. Alors, c'était un Jamaïcain comme moi, il y a très longtemps, là, et il est allé dans une taverne à Montréal et il demandait un verre, mais on lui a refusé parce qu'il était noir. Alors, il est allé en cour et il a amené ça jusqu'à la Cour suprême. Et dans ces temps-là, ça n'a pas été décidé en sa faveur. Oubliez-vous, là, le contexte de ça, c'est 1940. Euh, donc, la protection des droits humains n'existait pas. Donc, le facteur décisif pour la Cour était ceci. Le principe général de la loi du Québec, c'est une liberté de commerce complète. Tout marchand est libre de faire affaire avec qui il voudra bien dans le public et ce n'est pas une question de motif ou de raison de décider de faire des affaires ou pas. Il est libre de faire les deux. La restriction à ce principe général serait l'existence d'une loi spécifique ou d'avoir le principe d'adoption d'une règle contrairement à la bonne moralité ou ordre public. Alors, la jurisprudence disait, la discrimination est permise à moins qu'il y ait une autre loi qui limiterait la discrimination. Alors, c'est pour ça qu'on a les droits humains maintenant. Sinon, comme vous voyez ici, une entreprise était libre de faire comme il voulait. Maintenant, on va un peu plus loin dans les cadres juridiques dans les années 80, 1985. The Parliament of Canada. Oh, alors, la section 7 pour la loi canadienne, c'est une pratique discriminative, directe ou indirecte, le fait par des moyens directs ou indirects. Alors, voyez-vous ici, au niveau fédéral, on a la protection des droits humains et l'emploi, c'était un domaine où c'était limiter la discrimination et donner
ou la Confédération, si on veut, là, enfin, le travail et l'emploi devraient être gouvernés fédéralement et par la province aussi. Donc, la loi canadienne sur les droits de la personne est entrée et ils ont toutes les deux leur loi pour les droits humains. Et plus tard, en 95, loi sur l'équité en matière de l'emploi. Et c'était le résultat de la commission sur l'égalité dans l'emploi qui était dirigée par Rosalie Samanabella, qui est devenue juge de la Cour suprême. Et il y avait deux buts. Un, c'était d'acquérir l'égalité au milieu de travail afin que personne ne soit dénié l'opportunité ou les avantages reliés autres que son habilité. Et c'était de corriger aussi le désavantage des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes qui font partie des minorités visibles. Et à la section 5, les devoirs. Alors, prendre les limites et les barrières là, contre les personnes et les groupes désignés et les instituer comme des politiques positives et des procédures qui seront une accommodation pour les gens désignés dans ces groupes. Alors, la Charte des droits et libertés. Alors, ça précède l'acte des droits et des libertés là, en 82. C'est ce que le docteur Haskell faisait rapport à la section 15.2 de la Charte des droits qui dit le paragraphe 1 n'a pas pour effet d'interdire des lois et programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou leur déficience mentale ou physique. Alors, dans nos droits qui ont été statués là, pour les droits et libertés, nous mettons en place ce qu'on a besoin de programmes et métiers. Et ils ne sont pas considérés là, pour affecter la loi des droits humains. Voici où on rentre un peu dans la viande. Là. Je voulais que vous ayez un sens de l'encadrement légal. Là. Comment avons-nous adopté au Canada le EDI ou certaines des protections qui sont là du point de vue légal? Quand on arrive aux préoccupations pratiques, ce qu'on a avec ceci, je vais concéder à vous et à n'importe qui, là, ce n'est pas une science. Et ce n'est pas parfait dans son point de vue de mise en place, mais j'essaie de faire un résumé des enjeux, si vous voulez, comme vous allez voir. Donc, l'enjeu, le sous-enjeu et l'exemple. Donc, la définition de problème, là, aujourd'hui, dans les termes contemporains, on va parler de diversité, d'équité, inclusion. DEI, d'autres endroits vont réduire ça à quel terme en premier? Donc, est-ce que nous, on veut faire inclusion, diversité? Donc, ils pensent que ça compte si on met l'inclusion en premier. Nous, ça ne nous dérange pas, là, peu importe si c'est de la sémantique. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à un certain consensus sur quelle théorie de changement ouvre le chemin de ce que l'on veut faire. Donc, dans l'ancien temps, il y avait une action affirmative. Et après ça, aux États-Unis, on avait l'opportunité égale d'emploi. Au Canada, vous avez vu, hein, on a l'équité en emploi. Le multiculturalisme est un autre concept. DEI et son acronyme continue de s'élargir. Certains endroits, ils ont adopté d'appartenance, les endroits parlant de justice, de décolonisation, la libération, anti-oppression, anti-racisme. Et la liste pourrait continuer, continuer. Il y a de l'accessibilité, des droits humains. Tout cela sont séparés, des choses différentes, mais sont traités comme une chose. Donc, on n'est pas encore arrivé à un consensus sur qu'est-ce qu'on utilise pour refléter critiquement sur quels sont nos objectifs. Par rapport à cette sphère dans laquelle DEI devrait être. Donc, DEI était sur l'emploi. Mais maintenant, ça touche plein dans l'éducation, la santé. Alors, c'est presque aussi large que les droits humains. Et les droits humains, comme vous avez vu, là, c'est très spécifique. Et il y a des endroits spécifiques protégés. Donc, DEI pourrait être beaucoup, beaucoup plus large. DEI devrait dire on ne devrait pas discriminer des gens par rapport à leur taille. Donc, on parlerait de la grossophobie. Mais dans aucune législation qu'on parle du poids de la personne comme étant de la discrimination. Donc, DEI peut étendre davantage là, où les lois des droits humains parlent. Quand on parle
des communautés spécifiques que l'on parle. On n'a pas encore, on ne s'est pas mis d'accord sur les termes, mais le langage, c'est bon, le langage évolue. Donc, quand on parle d'équité, je vais parler de groupes désignés. Le langage, historiquement désavantagé, on appelait cherche d'équité. Professeur Wisdom Teti, qui, si je me souviens bien, là, vient d'être nommé comme président d'une des universités en Ontario. On devrait chercher l'équité à méritant l'équité. Donc, la nomenclature, on devrait, c'est encore la visibilité mi- minoritaire, là, les gens de couleur ou racialisés comme communauté, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et même si vous divisez ces groupes, là, vous allez découvrir différentes terminologies. Donc, par exemple, avec la communauté noire, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'identifier comme noirs. Peut-être qu'ils vont s'appeler africains ou le pays d'origine. Moi, je suis jamaïcain. Quelqu'un d'autre, moi, je suis de la Somalie ou du Soudan. Approprié de dire la personne de descendance africaine. Voyez-vous, le langage peut varier. Les données, les métriques, là, comment mesurons-nous le succès que nous avons ou que nous n'avons pas avec DEI? Souvent, les gens vont regarder la sous-représentation là, comme évaluation, mais est-ce qu'ils définissent comme un enjeu la non-représentation? Donc, OK, 2% sont noirs, mais 8% de la population qui sont noirs. Donc, je suis en désaccord que la population et le nombre qu'on devrait utiliser pour mesurer parce que je pense que tout le monde est qualifié pour faire le travail. Mais la mesure, c'est le partager le travail des gens qualifiés. Donc, les gens ont une incompréhension de qu'est-ce que ça veut dire la sous-représentation et comment la mesurer. Il n'y a pas d'entente non plus sur comment quelqu'un est qualifié comme expert en DEI. C'est des gens qui ont eu des expériences vécues et ce que je veux dire par ça, les gens peuvent dire que, bon, ben, ils sont membres dans un groupe en particulier. Moi, je me représente comme noir, quelqu'un est une femme ou une personne handicapée. Peut-être qu'il est qualifié, peut-être qu'ils ont fait des études d'handicap critique, ils ont étudié l'humain ou ont des questions sur ça, mais les qualités ou les habilités ignorent totalement. Et l'autre chose qui est nécessaire pour faire ça d'une façon effective, la pédagogie est importante. Comment on apprend l'éducation aux adultes, c'est très important. La base de gestion de projet, on doit prioriser hein, des enjeux qui sont adressés par ce champ sont énormes. Alors, on doit absolument prioriser, sinon on va avoir la fatigue de diversité et on n'aura pas de progrès parce qu'on essaie de faire bouillir l'océan. Mais il y a aussi la question critique de pourquoi focaliser sur les Noirs et pas les Autochtones? Pourquoi focaliser sur ces deux groupes et pas tous les gens racialisés? Et disons les personnes qui sont handicapées, les femmes. Et là, qu'est-ce qui arrive si tous ces secteurs sont intersectés? Qu'est-ce qu'on va faire pour ces gens-là? Donc, voyez-vous, on arrive avec une paralysie là, caractéristique. Et en dernier, mais non le moindre, comment on parle de conflits et la résolution de conflits. Les conflits émergent de différentes façons. Quand on parle des enjeux contemporains que nous faisons face, les statuts ou le nom des places, qui décide de commémorer, qui est célébré, qui ne l'est pas. Euh, L'Université de Toronto métropolitaine était un autre nom avant. Il y a eu une proposition de renommer la rue Dundas. Et là, ils ont des questions si est-ce qu'on devrait faire ça ou pas? Quel est l'historique complète de M. Dundas? Est-ce qu'on a eu un consensus sur ça? Et si on a éliminé des statuts, on renomme des places, est-ce que c'est nécessairement égal à effacer l'histoire en réalité? Est-ce qu'on essaie de réécrire l'histoire ou on veut simplement élargir et prendre expansion sur l'histoire? Qui peut dire un mot, hein? Le mot en haine revient souvent. Est-ce que c'est un mot qui est exclusif à la communauté noire? Et si dans une chanson, si vous n'êtes pas noir et vous chantez la chanson, alors vous devez biper vous-même ou avez-vous le droit de chanter la chanson parce que c'est en contexte? Est-ce que le mot en haine peut être utilisé en classe parce que probablement vous citez de la littérature ou récitez des textes? Est-ce que c'est acceptable là ou si vous n'êtes pas noir, on ne peut pas l'utiliser du tout?
Et les gens peuvent penser qu'il y a une réponse définitive et une préoccupation là, qui n'est pas trop loin de la vérité. Même dans la communauté noire, là, il y a un plein consensus sur comment on traite ce mot. Il y en a qui vont dire ça a des racines racistes, on devrait s'éloigner de ça, et d'autres vont dire seulement nous, les Noirs, pouvons l'utiliser, et d'autres qui vont dire on va l'utiliser dans le contexte. Alors, c'est une dynamique qui change, mais encore une fois, il n'y a pas de consensus. Alors, quelles sont les réponses et les réactions actuelles que l'on voit à l'EDI, là, qui se produit? Eh bien, en entreprise ou certains endroits, là, la dynamique ou l'influence que ça a aussi, c'est des relations interpersonnelles entre collègues. Et c'est une compagnie qui ont été résumées de banaliser, d'éliminer là, les dégâts. Alors, ça, c'est un peu le message que je vous partage avec vous, là. Et il dit la raison pourquoi ces efforts sont une bonne intention, mais ils ont quand même le potentiel de détruire la valeur de beaucoup de compagnies en créant une distraction et créant des divisions à l'interne. Ils ont eu une réunion là, sur les communications internes-externes et ils ont dit voici où nous allons. Si ça cause qui cause le travail. On ne s'attend pas que la compagnie représente nos croyances à l'externe. On va présumer d'intentions négatives et on ne prendra pas d'activisme à l'extérieur de notre travail. Donc, les compagnies essaient d'être très, très spécifiques sur leur intention et leur rôle qu'ils jouent corporativement. À Shopify, Tubeluke a fait la même chose, amener les préoccupations sur qu'est-ce que Shopify est et ce qui n'est pas. Shopify, ce n'est pas le gouvernement. On ne peut pas solutionner tout problème de la société. Nous sommes des cultures, économies, différents pays. On ne peut pas s'occuper de tous vos besoins. On va faire de notre mieux de s'assurer vos besoins pour aider à notre mission, mais les points de vue, on croit dans des valeurs libérales et l'égalité d'opportunités. Mais en terminant, au-delà des performances dans le rue, tout le monde qui est impliqué là, euh, penser d'être victime ou devrait être vu pour la même chose qu'ils sont. Et ils brisent les équipes. Les équipes survivent dans une action collective et l'entièreté. Mauvaise performance ne sera pas tolérée. Et Google, comme vous avez vu là, c'est très petit. Beaucoup d'employés protestaient là, à vendre l'intelligence artificielle en Israël, donc, et ils occupaient les bureaux en protestation. Donc, le PDG a fait une action, il a dit, mais ultimement, nous sommes un endroit de travail et nos politiques et nos attentes sont claires. C'est une entreprise et non un endroit pour agir, pour perturber les collègues et les sentir sans sécurité, d'être sur une plateforme ou de se battre sur des enjeux perturbants ou des débats de la politique. C'est trop important comme moment en tant que compagnie pour être distrait. Au-delà de cela, au-delà des compagnies qui clarifient leur mission, peut-être que vous avez vu des actions par nos propres personnes. Donc, la marche du million. Alors, on appelait différents gouvernements de protéger les droits des parents, particulièrement autour de cette discrimination qu'on appelle l'expression des genres, l'identité de genre. Donc, en Nouvelle-Écosse, la politique est la première juridiction à prendre action que comment les étudiants vont vouloir utiliser les genres ou les pronoms et mettre cette politique, que les parents soient informés et qu'ils aient un rôle à jouer. Mais c'est protecter le droit des parents aussi doit équilibrer le droit des enfants, évidemment. Et comme on voit devant les cours maintenant à la loi, la législation de Saskatchewan, avec d'autres causes, l'Alberta se sont joints aussi dans cette action. Donc, ça va être intéressant de voir comment les cours vont aller parce que la Saskatchewan a l'amendement d'éducation qu'on peut, le droit des parents en réalité. Comme ça dit ici, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et les règlements, le parent ou le tuteur de l'élève jouit des droits suivants.
Lorsqu'il est prévu que le thème de la santé sexuelle sera abordé avec les élèves de l'école, le droit d'être informé par le directeur de l'école au moins 2 semaines préalables des matières de thème, des dates auxquelles le thème sera abordé avec les élèves, le droit de retirer l'élève au gré des parents et du tuteur, etc. Et l'Alberta est un autre endroit aussi de la loi de Saskatchewan, c'est le consentement pour le changement de genre. L'Alberta n'a pas amené de loi encore, mais le premier a émis une vidéo dans laquelle il parlait des mesures qu'ils allaient mettre en place et ça, c'est venu d'une motion adoptée à la convention du parti. Donc, pour les mineurs 17 et moins, aucune chirurgie serait permise pour les enfants de 15 et moins. Les bloqueurs de puberté ne sera pas permis, sauf pour ceux qui ont déjà commencé les traitements. Alors, partout au pays, plusieurs provinces, plusieurs juridictions prennent action pour équilibrer les droits et d'arriver dans un consentement, respecter le rôle des parents, mais aussi le droit des enfants. Sur un sondage, un peu après que la Nouvelle-Écosse ait mis ses politiques, 57 des Canadiens pensent que quand un étudiant dit à un enseignant qu'ils veulent changer leur genre ou le pronom, il devrait le laisser savoir aux parents. Donc, la majorité des gens disent que les parents devraient être informés et on voit la démographie là, être divisée par âge, région euh, et comment ils ont répondu. Mais généralement, là, il y a un bon support pour la politique. Un autre sondage qui a été fait aussi par Angus Reid, on voit la majorité des Canadiens préfèrent une politique où les parents doivent être informés et donner le consentement versus deux autres mesures où les parents ne soient qu'informés ou qu'ils ne soient pas informés du tout. Et quand on divise ça par l'égalité politique, là, on voit beaucoup de soutien. Quelqu'un qui est Parti conservateur du Canada, mais on voit les libérales et NDP, ça s'en va vers le spectre plus à gauche et le Bloc québécois, euh, plus de variations. Aux États-Unis, beaucoup de lois amènent des actions pour bannir ou limiter DEI. Alors, cette image, il y a un suivi ou anti-suivi de DEI qui a été préparé et plusieurs font le suivi. Donc, on voit beaucoup d'États qui ont commencé à présenter des lois et d'autres les ont déjà adoptées, là. Voici un pamphlet là, en Floride qui parle d'arrêter le wokisme. Alors, arrêter la loi pour l'emploi des enfants, la protection des enfants aussi. Donc, empêchant l'enseignement ou l'embauchement de consultants de Critical Race Theory et protection contre les employés, la formation de Critical Race Theory. Une cour en Floride a dit que cette prohibition-là, par rapport au commerce, c'est inconstitutionnel parce que le langage était trop vague. Alors, ça va être intéressant de voir comment la Floride va réformer la législation et, encore une fois, là, combattre l'expérience déployée puisque c'est un droit privé d'action et renforcement du département d'éducation de la Floride. Donc, les réformes possibles, ce que je pense être capable de considérer, et ça, ce n'est pas la totalité, là, c'est juste quelques-unes. Donc, il y a beaucoup de désaccords avec à quoi on se réfère. Et y a-t-il la discrimination systémique et les cours ont pris conscience? Donc, c'est quelque chose qui est reconnu, mais qu'est-ce que c'est semble être une définition ou un terme qui est contesté. Donc, dans les années 80, dans ce cas où c'était l'Ontario Human Rights versus Simpson Sears, la Cour a jugé une distinction, doit faire la distinction entre du cas les frais, la discrimination directe et la discrimination par suite d'un effet préjudiciable en matière d'emploi. À cet égard, il y a discrimination directe ou d'un emploi ad hoc ou
La discrimination directe arrive en déconnexion quand un employeur adopte une pratique ou une règle qui, à première vue, établit une distinction pour motif prohibé. Par exemple, on n'embauche aucun catholique ou aucune femme ou noire. D'autre part, il y a la discrimination par suite d'un effet préjudiciable. Ce genre de discrimination se produit lorsqu'un employeur adopte pour ses raisons d'affaires véritables une règle ou une norme qui est neutre à première vue et qui s'applique également à tous les employés, mais qui a un effet discriminatoire pour un motif prohibé sur un seul employé ou groupe d'employés en ce qui leur impose en raison de caractéristiques spéciales de cet employé ou de ce groupe d'employés des obligations, des peines ou des conditions restrictives. Ça a aussi été exploré dans d'autres cas, mais au lieu de passer au travers toute la définition, là, dans ce cas, c'était le Canadien national versus la Commission des droits humains. La Cour citait la juge Abella, la Commission de l'égalité dans l'emploi. Elle n'a pas à faire une définition spécifique de discrimination systémique, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a donné des points clés. Donc, quand on parle de discrimination systémique, elle a dit, ce n'est pas une question de savoir si la discrimination est intentionnelle ou elle est simplement involontaire, c'est-à-dire découlant du système lui-même. Si des pratiques occasionnent des répercussions néfastes pour certains groupes, c'est une indication qu'elles sont peut-être discriminatoires. Voilà pourquoi il est important d'analyser les conséquences des pratiques et des systèmes d'emploi. Et on, une fois que je termine, on va en regarder deux là. Dans un autre cas, là, dans le même cas, pour combattre la discrimination systémique, il est essentiel de créer un climat dans lequel tant les pratiquants que les attitudes négatives peuvent être défiées et découragées. Alors, ce à quoi ça ressemble, là? En Ontario, et je pense que il y avait d'autres provinces, mais ici, en Ontario, il y a une pratique de streaming en réalité. Donc, ça veut dire qu'on met des étudiants sur différentes évaluations dans des programmes essentiels, des programmes appliqués où le mouvement académique et professeur Carl James, qui est à l'Université York, lui et son collègue Turner, a publié ce rapport qui analysait les données. Ce qu'ils ont découvert, c'est que les étudiants noirs 3 fois plus à l'aide dans les programmes essentiels, presque 2 fois plus dans les systèmes appliqués et dans la tendance académique, peut-être un peu moins que la moitié d'être dans l'académie. Et l'impact de cela, c'est qui va dans ce contexte universitaire? Est-ce que les étudiants peuvent visualiser pour eux-mêmes comme poursuite occupationnelle basée sur les conseillers, les orienteurs les mettraient dans différentes sections et un enjeu total sur comment le conseiller, l'orienteur là, pourrait vraiment racialiser les étudiants, mais encore davantage pour les étudiants noirs. Quand on regarde aux mesures disciplinaires là, qui sont prises, on voit que les étudiants noirs sont suspendus à un taux déproportionné par rapport aux Blancs. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui regardent le traitement que les Noirs vont avoir dans la classe. Alors, quand les professeurs, ils vont plus regarder les Noirs quand on parle de négativité et disons qu'il y a un comportement problématique plutôt, eh bien, il sera puni plus sévèrement que le blanc. Et s'ils sont punis plus sévèrement, eh bien, c'était plus les garçons blancs. Donc, cette analyse est importante. Quand on pense à ces politiques de streaming, il n'y a rien qui dit qu'on doit traiter les étudiants noirs de cette façon ou qu'on doit les punir plus sévèrement que les autres, mais c'est ce que ça veut dire quand on regarde le système par rapport à leur effet. Le résultat ultime, qu'est-ce qui arrive quand on voit les disparités? Et évidemment, il y a une cause hein, pour voir une analyse de la racine. Peut-être que c'est justifiable, mais on doit regarder la motivation et de dire, OK, qu'est-ce qui a mené à ça? Et aussi là, les gens qui quittent, les décrocheurs. Donc, il y a une recherche récente qui a été faite à Harvard et UFT. Ils ont regardé à cette pratique de résumé whitening, comment les individus racialisés répondent aux discriminations et ils vont avoir moins de recrutement. Donc,
Et le blanchissage de CV, c'est soit qu'ils vont ajuster leur nom ou leur expérience. Donc, ils vont blanchir ces techniques. Là, ça peut prendre la forme de tu changes ton premier nom ou tu as un nom additionnel. Pour l'expérience, tu peux éliminer des expériences, tu peux changer la description d'une expérience ou ajouter l'expérience blanche. Alors, voici ce qu'un CV pourrait ressembler. Disons que la personne, c'est Lamar James Smith, qui est Millennium Gave Scholar. Euh, les expériences, on utilise quelque chose d'américain, là. La Société nationale des ingénieurs noirs, on a ça ici aussi, là, l'Association des étudiants noirs. Alors, voici le processus de blanchiment va avoir. Donc, Lamar, c'est très noir ou associé. Donc, L. James Smith au lieu de Lamar. Millennium Gate Scholar, si c'est un mot typiquement là, pour les minorités, là, les Américains et Africains, là, on va l'enlever. On considère aussi les conséquences. D'avoir une bourse devrait être une indication d'aptitude scolastique, mais d'en enlevant, l'employeur manque un indicateur très positif. Être dans les ingénieurs noirs, quelque chose qui est enlevé faire partie des leaders d'affaires. On enlève, donc on le blanchit et on change en disant qu'on était membre de l'Association des étudiants. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que c'est une réduction du contenu que tu présentes sur ton CV. Tellement d'expérience qui est retirée. Et ça l'influençait beaucoup le rappel. Alors, quand un candidat blanchit son expérience ou pas, regardons les étudiants noirs. Si tu ne blanchis pas, bien, tu as un taux de 10% de rappel, mais si tu blanchis les deux noms, eh bien, ça augmente de 15%. Donc, pour les Asiatiques, ils ont une augmentation aussi et une plus grande demande là, pour les Asiatiques s'ils blanchissent leur nom et l'expérience aussi. C'est la même chose pour les Noirs, mais encore une fois, quand on prend les deux, eh bien, ils ont toutes les deux vu une augmentation dans les rappels. Et je dis à mes clients, pensez à gagner la loterie. Si je te donnais les étapes spécifiques pour augmenter tes chances de gagner, c'est ce que tu ferais. C'est exactement ce qu'ils essaient. Mais il y a quand même un attrape ici, là. Et ils ont dit que c'était un point de recherche. Alors, tu es à un plus grand risque de discrimination d'appliquer avec un employeur pro-diversité parce que tu es plus transparent. Donc, quand on pense à la description des tâches, alors si tu es membre d'un certain groupe ou certaines caractéristiques, on t'encourage à appliquer. Donc, les candidats disent, ah, ils sont pro-diversité, alors je vais être moi-même. Et il ne changeait pas le CV du tout, mais il y avait une conséquence de ne pas blanchir le CV. Alors, c'est perdant-perdant comme solution. Et les effets de la discrimination, là, il y a des ressorts de recherche qui parlent de les effets mental ou physique aussi, hein. Moi, je ne passe pas mon temps à parler de ça, mais ça l'ignore complètement là, qu'on veut éviter ce qui va se produire aux individus eux-mêmes. Le vrai danger qui est là, et on peut débattre la question de, bon, qu'est-ce qui devrait qualifier comme danger, mais il y a des gens là, qui doivent faire face à la discrimination, soit au travers un manque d'estime de soi, un sens réduit de l'agence, moins de santé physique, sentiments dépressifs, euh, consomption de drogue et d'alcool, donc abus d'alcool et toxicomanie. Et je partage avec vous, il y a un cas que j'ai aidé à préparer là, et donner une opinion d'expert. La femme avait un document épais comme ça là, par rapport à son évaluation psychologique basée sur le racisme qu'elle avait expérimenté au travail. Elle ne pouvait pas retourner au travail. Elle était tellement mentalement et psychologiquement abattue et détruite. Aucune façon là, qu'elle serait bonne pour retourner au travail, là, bien avant. Et ils ont dit probablement que c'était le règlement le plus facile d'obtenir d'un gouvernement. Donc, il y a des vrais dossiers de ces choses. J'étais dans une salle où ce que les employés noirs rencontraient un ministre pour Michael Coutu et la femme a partagé ouvertement comment les employés noirs sont punis d'une façon disproportionnée dans les services publics. Et
elle dit cette expérience et ce traitement qu'elle faisait face l'a tellement détruite qu'elle a contemplé le suicide. J'ai jamais entendu quelqu'un confesser si ouvertement le suicide de ma vie, là. Honnêtement, j'ai pas nécessairement à cause du racisme, mais dans ce cas, oui, ce l'était à cause du racisme. Donc, qu'arrive-t-il aux gens? C'est ah, j'ai été discriminé et je suis blessé. Ou cette douleur se manifeste différemment pour différentes personnes, évidemment. Mais on doit repenser cette idée de formation que David Haskell parlait là, sur la formation. Et moi, je dis qu'ils sont valides jusqu'à un certain point. Moi, je ne pense pas qu'on devrait abandonner toute la formation, mais parfois, les gens dans les communautés vont dire oui, il faut que ce soit obligatoire. Et même ces causes-là, je ne les soutiendrai pas parce que basées sur les recherches que je vais vous montrer, la formation obligatoire fait plus de mal que de bien. Et la recherche, par contre, nous dit que lorsqu'on a ce genre d'éducation, on peut aider à mitiger ou adresser les biais que les gens peuvent avoir. Les préoccupations, par contre, que nous avons, ce n'est pas de faire la formation, mais comment la formation est faite. Alors, Caleb et Dunbin, je pense que David Haskell a dit, mais n'a pas vraiment parlé, c'était de parler des raisons des effets indésirables. Donc, quand la formation est basée sur les messages négatifs. Donc, on fait cela, la formation de EDI, comme une mesure pour couvrir nos arrières. Les gens interprètent des choses négatives. Alors, ça l'aide pas avec une approche positive à cette formation. Quand c'est obligatoire aussi, donc les gens sentent qu'ils sont obligés de penser d'une certaine façon ou ils ne voulaient pas y aller. C'est une réaction psychologique et ça peut être adverse comme effet. Et si on décrit les gestionnaires comme des groupes à haut risque, et même s'ils ont des responsabilités là, pour différents processus, là, comme les promotions, les salaires, etc., ils n'ont pas aimé d'être décrits comme à haut risque. Alors, comment est-ce qu'on communique des billets inconscients dans la formation de DI? Ce n'est pas si la formation DEI est faite ou non. Et j'ajouterais même, il y a un enjeu là, comme sur l'expertise. Qui est qualifié pour parler de ce sujet? Moi, j'ai été témoin à des experts de DEI qui vont sur la scène et je suis là et je me dis, oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu'elle a dit ça et elle devrait savoir autrement. Donc, il y a des gens qui pensent connaître, mais ne devraient jamais enseigner. Et malheureusement, ils ont été engagés par des organisations pour être là et instruire. Et Calvin Dobbit, dans la recherche aussi, parlait qu'il y a des mesures efficaces pour augmenter les représentations et d'autres qui n'aident pas. Donc, la formation et d'autres mesures, ce n'est pas quelque chose qui est efficace. Ça crée une réduction là, dans les gestionnaires noirs et asiatiques et job tests et dans les griefs, il y en a eu plus. La formation et d'autres mesures encore. Quelles mesures pourraient aider à augmenter la représentation? Et on voit beaucoup de succès dans les tâches, diversité, le mentorat, où en général, on avait des mesures qui aidaient à faciliter pour bâtir des relations et qui étaient positives pour amener le changement. Et on doit se rappeler aussi à quel point les stratégies ont fait des effets différents dans ces groupes différents. Alors, pour conclure la discussion, je vous pose des questions. Comme je parlais un peu plus tôt avec le respect des défis avec la mise en place, qu'est-ce qui devrait ou qu'est-ce que pourrait être la théorie ou les théories de changement qu'on utilise? Est-ce qu'on veut quand même utiliser DEI? Y a-t-il d'autres théories qui pourraient aider davantage? Si tu penses que ça devrait être totalement abandonné, parfait. Mais moi, je vous dirais, considérez ce à quoi on vient de regarder. Comment adresser la discrimination systémique ou la discrimination qui est là dans les sociétés plus larges. C'est une chose de dire, OK, on élimine ça comme solution, mais pour ceux qui vont dire, ah, ils sont marginalisés ou ils sont vulnérables à la discrimination, qu'est-ce que tu leur offres comme solution? Qu'est-ce qui va prendre la place de cela? Quelqu'un pourrait dire, bien, les cours se sont prouvés capables de gérer avec ça, mais moi, je vous dirais, d'attendre les guides de la loi, c'est très limité. C'est pas tout le monde qui a accès aux cours. Tu peux devenir te ruiner en allant dans les cours. Et aussi, là, il y a un backlog dans les cas
de cours. Donc, on va avoir encore de plus grandes questions sur l'équité. Qui peut se permettre ça? Et on doit avoir une bonne représentation, pas juste une représentation. Donc, combien de temps est-ce que les effets vont durer? La portée, est-ce qu'on devrait limiter le domaine d'application ou est-ce que c'est juste de dire qu'il y a une capacité plus large et on devrait le permettre? Donc, on doit vraiment penser jusqu'à où ça devrait rejoindre. Les mesures pour suivre les effets et l'efficacité. Probablement qu'on va trouver, disons, des recherches qui compétitionnent entre la formation de biais non conscients, c'est suffisant ou non. Les biais inconscients, la formation, c'est très limité, en effet. La formation en général peut être limitée dans ses effets. Même sur tout autre sujet, la formation doit être soutenue avec d'autres soutiens systémiques. Comment les choses sont renforcées, évaluées, comment mesurer le changement de comportement. Et je suis d'accord avec David sur ça, là. On fait un sondage avec les gens présents et après ça, un autre sondage. Oui, ça peut changer mon comportement, mais ça, ce n'est pas mesuré à long terme. C'est immédiat et évidemment, là, il y a des biais à cause que c'est court. Si on veut questionner l'expertise, qui est qualifié? Plusieurs universités, plusieurs institutions arrivent avec la certification là, de pratique, d'inclusion. Tu peux avoir ton certificat dans l'éducation de diversité et d'inclusion. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être, peut-être que non. Alors, si on a pour différentes professions, on a défini les qualifications. Comment on sait que quelqu'un est qualifié pour être avocat, un médecin, une infirmière? Il y a des collèges et des universités qui vont décrire ça. Alors, est-ce qu'on aurait besoin de quelque chose si la diversité et l'inclusion devraient être une profession? Et aussi, la perspective que ça n'existe pas et c'est une fausse science qui devrait être totalement abandonnée. En dernier, comment on résout les conflits? Est-ce qu'on devrait pointer les gens ou de trouver une façon d'attirer les gens, de créer des espaces sécuritaires ou des espaces pour les braves? Comment allons-nous déterminer si on veut renommer un espace ou tout simplement ajouter à son histoire afin que les gens devraient, les choses devraient-ils être renommées? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'élimine de notre passé colonial qui existe encore et qui est célébré et qui n'est pas célébré? Et qu'est-ce que ça veut dire en réalité, là? Je vous donne un exemple. La commission de vérité et réconciliation que le Parlement a proclamé une journée nationale et le Parlement l'a fait, mais on peut questionner quand même. Est-ce que ça l'a vraiment aidé? Moi, je pense que dans les recommandations, citez-moi pas sur ça, là, mais ça aurait pu être une journée de congé ou peut-être que c'est une journée de deuil ou de commémorer comment les Autochtones ont été maltraités. Alors, est-ce que l'humeur devrait être de célébration ou pas? La plupart de nous, on ne sait même pas comment approcher cette journée. Alors, si c'est un jour de congé statutaire ou qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on commémore? Qu'est-ce que je devrais faire? Ou est-ce que c'est simplement pour les Autochtones? Alors, je crois qu'il y a des questions critiques qui méritent discussion et DEI, c'est pas noir et blanc. C'est vague, incroyablement, parce que c'est autant diversifié que nos valeurs sont et il y a des choses qui sont amenées. Je peux partager avec vous, moi, d'une certaine façon, je suis soulagé que je ne travaille pas dans ce domaine maintenant parce que je ne voudrais pas être obligé de gérer le conflit actuel entre Israël et Hamas. Je pense que un ou plusieurs conférenciers ont parlé que le DEI donne la permission à l'antisémitisme. Moi, je n'irai pas aussi loin. Je ne pense pas que ceux qui pratiquent le DEI veulent faire, mais ce que l'on voit par contre, c'est qu'il y a une paralysie sérieuse sur comment agir. Donc, si on veut réfléchir critiquement sur le conflit, il n'y a personne, il n'y a pas de côté gagnant là. Donc, si vous faites une déclaration qui serait prise par quelqu'un qui est sur l'équipe de DEI,
il dirait, OK, oui, on va reconnaître à quel point le 7 octobre était terrible pour les Israéliens. 1200 personnes et plus ont perdu leur vie, plusieurs sont kidnappés et les Juifs israéliens sont en deuil et ça demande une reconnaissance. Oui, absolument. Mais ensuite, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui arrive avec l'occupation de la Palestine? Qu'arrive-t-il avec les plusieurs milliers de Palestiniens qui ont perdu leur vie? L'islamophobie dans la société. Comment on peut se taire en tant qu'organisme? Et là, on va dire, OK, moi, je dois faire une déclaration là, qui parle à tous ces conflits et on peut revenir et même les deux vont dire non, tu ne devrais pas parler de mon enjeu avec leur enjeu. C'est arrivé, alors parle juste ce qui s'est passé le 7 octobre. Où, maintenant qu'Israël prend action, ne parle seulement de la perte de vie en Palestine. Est-ce que c'est un génocide ou pas? C'est une question hein, qui a été amenée à la Cour de justice internationale. Ce n'est pas solutionné encore, mais c'est très difficile et les gens posent la question euh, aux gens qui s'occupent de DEI de prendre des décisions noires et blancs à des questions qui ne sont pas blanches ou noires, parce que rien de cela est noir et blanc. Donc, je vous laisse avec ça. J'espère que ça a été, peut-être que je vous ai amené plus de questions que je vous ai donné des réponses, là, mais c'est le point et l'intention de ce colloque. C'est bien loin d'être blanc et noir. Alors, je suis ouvert à vos questions et vos commentaires. Merci, Dave. Belle présentation. On a quelques questions alignées pour toi, là. Alors, merci. C'était très intéressant. Première question. Que veux-tu dire que seulement quelques gens des groupes pertinents ont le droit d'avoir une opinion ou une position? Est-ce que les Blancs auraient le droit d'avoir une opinion sur c'est approprié dans certains contextes d'utiliser le mot en haine ou quand on cite un texte dans un contexte éducation? Alors, je veux me sauver d'avoir mes opinions personnelles parce que non, 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 vous voulez que je me fasse lapider, là. Écoutez-moi, légalement, la section 2 là, de la liberté d'expression peut te donner un certain droit. Je pense, c'est difficile à dire, hein? Tout doit être mis en contexte. Parfois, les gens utilisent ce mot, on questionne. Bon, pourquoi utilises-tu ce mot? Alors, qu'il soit noir ou non, c'est pas grave. Y a-t-il un besoin d'utiliser le mot et de l'utiliser comme il est? Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser le mot en haine? Peut-être c'est pour communiquer la gravité de la situation. OK. Alors, peut-être donner le contexte. Mais encore une fois, moi, j'ai un point de vue sur cet enjeu et je ne suis qu'un point de vue. La NWCP, l'Association nationale de l'avancement des gens de couleur, ils ont fait un funérail pour enterrer le mot en haine parce que ça vient d'une période où c'était utilisé d'une façon dérogatoire. Et pour les gens qui ont grandi dans ces temps-là, avant les droits civils, il y avait une réaction différente. Moi, évidemment, je suis venu au monde après. Moi, je n'utilise pas le terme. J'ai aucune raison de l'utiliser. Je ne pense pas que c'est nécessaire, mais non plus, je n'irai pas dire à quelqu'un ou n'importe qui en réalité qu'ils n'ont pas le droit. Pour moi, on a tellement de rappeurs qui vont l'utiliser dans leurs chansons. Et comment peux-tu regarder la personne blanche, brune, rouge et de dire ah, c'est la partie que tu devais mettre un bip? Mais non, tu craches les mots comme tout le monde et tu l'as fait sans même être conscient. Alors, comment te tenir responsable et t'accuser pour ça? Et comment mesurer l'intention? Tu chantes les paroles d'une chanson. À l'école de droit, il y a eu un incident dernièrement où un juge qui était en résidence là disait le nom d'une gang. Et je pense que vous l'avez lu, un transcript où il citait, et il y avait le mot en haine. Et parce qu'elle l'a utilisé, les gens se sont plaints.
Ce qui est intéressant, c'est que la plainte n'était pas des étudiants noirs, mais d'autres qui pensaient exprimer la solidarité pour les Noirs. Alors même ça, c'est un enjeu. Euh, Être allié, l'étendue d'être allié. Et le résultat de ça, c'est que le juge n'étant plus à cette école, et on a vu ça aussi, où d'autres ont été punis différemment, là. L'Université d'Ottawa, il y a eu un incident comme ça, et c'est difficile à dire comment les choses vont se dérouler. Mais le plus sécur, ben, c'est de l'éviter. Moi, je vous donne ça comme une protection. Si vous n'êtes pas noir, je ne voudrais pas que personne vous lapide ou perdre votre emploi ou d'être étiqueté comme raciste, mais je crois que l'on doit donner de l'espace au contexte. Quel est le contexte que la personne l'utilise? Et je défie tout le monde, blanc ou noir, ou peu importe ce à quoi il s'identifie. Si tu veux l'utiliser, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Nous avons tellement de mots auxquels on se réfère aux gens noirs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce mot? Merci, merci pour la réponse. Prochaine personne, on a un invité qui demande, certains critiques de standards DEI font la distinction entre éliminer la discrimination et la minimiser. L'idée ici, c'est que même si la discrimination existe au Canada, avec les lois que nous avons pour la nature humaine, le niveau de discrimination est presque minime et tout changement de politique ont eu des échanges. Par exemple, il y a autant de négatifs que d'effets positifs. Alors, les efforts additionnels qui amèneront vraiment le gain à presque zéro. Que pensez-vous de ce point de vue? Moi, j'avais entendu ça dans une conférence aux États-Unis là, par le révérend Jesse James. Et c'était une conférence technologique. Il parlait de la sous-représentation des Noirs dans la technologie. Il parlait d'une réunion qu'ils ont eue avec les membres du Congrès et il a dit une question semblable a été proposée, là, mais c'est tellement différent là, de faire le changement au travers des EI. Quel est le point d'essayer? Et lui, il a dit, j'essaie de le citer comme il faut, là, ça fait longtemps, mais je l'ai écrit à quelque part. Ce qu'il a dit, c'est qu'il aimerait mieux mourir en sachant qu'il y a des empreintes à la porte en essayant de la démolir au lieu de juste accepter la situation. Et moi, je suis d'accord avec lui. Oui, je crois que la nature humaine est pleine de failles. En Jamaïque, on a une expression et le mettre en anglais, on dirait l'âne dit que le monde n'est pas nivelé. Hein. Il sait qu'il se promène souvent en âne. Donc, les injustices, être partial plutôt, ça va être un défaut d'être équitable aussi. C'est un défaut de notre existence. Mais je ne pense pas qu'on devrait s'empêcher de limiter et de prévenir les douleurs où c'est possible. Alors, parce que tu habites dans un voisinage sécure, ne prends pas pour acquis là, pour laisser ta. Tu ne fais pas juste pousser, hein, tu barres ta porte quand même et euh, peut-être que tu vas même avoir un système d'alarme pour être plus en sécurité. Alors, tu prends toutes les mesures possibles. Et évidemment, là, on prend quand même des mesures de protection où c'est possible. Et je pense que la réponse, il y a un mérite à dire oui. Quel est le point de courir après une cible qui se déplace? Mais comme je vous ai montré, l'impact sur les gens, le vrai effet, ceux qui sont affectés par la discrimination, ils ont besoin de ressources, de recours, de mesures pour leur donner assistance. Merci. La réponse va bien aussi pour la prochaine question qui commence en vous remerciant pour la présentation. La question a rapport à d'éliminer l'expertise que l'on voit dans les discours publics et comment contrecarrer ça. Donc, anthropogénique ou cause humaine, le changement de climat, il y a beaucoup de preuves scientifiques pour prouver ça, mais certains politiciens et académiciens
dirait que cette preuve est illégitime parce que ça fait partie de la gauche radicale ou l'établissement et on ne peut pas leur faire confiance. On voit fois après fois l'élimination d'expertise, disons que la discrimination systémique existe et amène des résultats négatifs pour différents groupes. Donc, comment avoir de conversation sur ces sujets quand les gens sont enracinés avec la justice sociale, sont éliminés et vus comme non pertinents? Eh bien, ce qui se passe, c'est même pas quelque chose qui est rattaché au DEI ou ce que c'est. Moi, je pense qu'on est dans une période où les gens sont devenus polarisés et on est ouvert seulement aux idées et aux points de vue qui soutiennent ou renforcent notre façon de penser. Donc, c'est difficile d'être ouvert à de l'information qui te défierait d'une façon ou d'une autre. Je pense que pour certaines personnes aussi, l'effet du garçon qui criait au loup, hein. Donc, les gens continuent de crier et vont dire, ah, moi, je retiendrai les gens là, marginalisés, oppressés, opprimés plutôt, là. Quand les gens pointent quelque chose d'aussi facile, oui, ça, c'est l'antiraciste noir, eh bien là, tu commences à minimiser et discréditer quand cet incident prend place. Alors, trop souvent, ceux d'entre nous qui, par exemple, on dit non, ça, c'est pas un incident de discrimination, c'est vraiment pas ça que c'est. Alors, on se tient responsable. Mais les gens vont, et c'est facile pour eux de dire, hey, j'ai été discriminé, c'était du racisme, c'était de l'homophobie, et ça nous retire quand ces incidents se produisent et on veut vraiment que les gens disent non, c'est un vrai dossier de discrimination et on doit vraiment faire quelque chose pour ça. Donc, les gens présentement sont ouverts seulement, et malheureusement, c'est triste, ce qui leur parle ou ce qui résonne pour eux. Et on va devoir figurer comment créer des environnements où la descente est appréciée, où différents points de vue sont accueillis et ça doit se produire partout là, dans le spectre d'idéologie politique. Il y a des gens de la droite qui vont juste vouloir s'écouter, les gens du centre qui vont seulement vouloir s'écouter et les gens de la gauche qui vont seulement vouloir s'écouter. Mais quand on réalise nous-mêmes, c'est l'antithèse de la diversité, puisqu'on se place dans une chambre d'écho et ça n'aide personne. Tu dois être défié, tu dois être ouvert à différentes façons de penser, tu dois être ouvert à de nouvelles informations, de mettre à jour ta position actuelle. Dans la loi, une des choses que les avocats apprennent à apprécier avec les jugements de cour, c'est quand la cour n'est pas unanime, il va y avoir différentes opinions. Et ils ne s'éloignent pas là, parce qu'ils sont distants. Non, on peut aimer la décision de la majorité et on dit, bon, je comprends là, comment le juge a réfléchi. Et après, on lit ce qu'il a écrit et là, on va dire, oh là là, ça aussi, c'est bien pensé. Et on est divisé des deux côtés parce qu'on se dit, bon, mais lequel que je devais prendre? Et c'est la majorité. Donc, quand on voit avec les cours aujourd'hui, cette décision a prévalu et peut-être elle aurait été non acceptée le lendemain. Et j'ai lu un article de Jamaïque, un juge, et il citait un ancien juge aussi. La Cour suprême n'est pas infaillible parce qu'ils sont, non, ils ne sont pas finales parce qu'ils sont infaillibles. Ils sont infaillibles parce qu'ils sont finales. Une fois qu'on arrive à la Cour suprême, c'est le dernier endroit où on peut faire appel. S'il y en avait un autre, on pourrait demander d'aller, mais c'est arrivé à Dobbs v. Jackson où plusieurs personnes ont dit, vous voyez, et ils ont détourné, ils enlèvent les droits des gens pour avoir un avortement. Est-ce que c'est ce que la décision dit? Non, Dobbs et Jackson, ce n'est pas ce qu'elle a décidé. Elle a décidé quel niveau, quel ordre de gouvernement aux États-Unis avait le droit pour déterminer si oui ou non on pouvait avoir une restriction sur l'avortement et en détournant Roe v. Wade, la décision revient à l'État au lieu du Congrès d'une façon fédérale. Donc, ça dépend des différents États où ils vont décider comment ils veulent procéder sur l'enjeu. Et c'est aussi ouvert au Congrès américain là, au Canada, on a une différente
constitution là, et la façon que c'est encadré, là, c'est différent. Pour ce qui est constitutionnel, là, c'est un peu plus difficile. Quelqu'un se demandait comment te sens-tu à être la première personne à utiliser les termes discrimination systémique aujourd'hui? Bon, j'ai rien en particulier. Écoutez, moi, je vis pour ce genre de conversation. J'ai trouvé que c'était d'une grande valeur d'être membre de Hétérodoxe Academy. Je me suis enfargé dans une des conférences et non seulement que c'était pro ou anti-DEI, mais c'est ayons une conversation sur cela. Parce que moi, je peux reconnaître et apprécier que c'est pas parfait, c'est pas pur, hein, comme la physique ou la biologie, là, mais où quelqu'un veut débattre la science sociale, disons. Alors, soyons toujours ouverts à une discussion, un dialogue respectueux, nécessaire. Et j'allais partager dans mes pages ce que les cours ici au Canada avaient reconnu ou comme étant le rationnel pour la liberté d'expression. Il y en a trois. Un, c'est l'accomplissement personnel. L'autre, c'est la participation publique dans la vie démocratique de ton pays. La troisième, pas dans cet ordre, là, mais le troisième, ça a rapport avec la poursuite de la vérité. La poursuite de la vérité. Alors, oui, la discrimination systémique, parlons-en, débattons-en. Comme on a vu, là, l'activisme qui a suivi la mort de George Floyd, Black Lives Matter, si on discutait des enjeux de Québec systémique, il disait il n'y a pas de racisme systémique au Québec et on sait que le Québec peut être Québec. C'est une façon différente de penser pour différentes raisons, mais ayons cette discussion. Débattons-en et regardons ce que la recherche dit. Et Justice Abella a nommé dans son rapport que la Cour avait adopté. Regardons les résultats. Ce qui se passe quand les gens ont un conflit, là. Donc, il y a intrapersonnel, ça c'est avec nous. Il y a l'interpersonnel où c'est entre des gens. Et il peut y avoir aussi l'institutionnel ou l'organisationnel ou une organisation. Et peut-être l'institution là, qui se réfère à systémique et l'impact de la distribution. Donc, on devrait savoir duquel on parle. Moi, je crois que la focalisation devrait être sur les enjeux systémiques parce qu'en réalité, là, une des questions, on parlait aussi, je ne peux pas gouverner ou dicter ou de changer quelqu'un à changer son comportement de 9 à 5 au travail. Ce qui va les contraindre, c'est la cour de conduite, les politiques, leurs croyances, leurs valeurs. Mais ils sont quand même, ils ont le droit, là, puisque c'est protégé par la loi, et plus de niveaux de base. Mais ce que je peux contrôler, c'est les processus, comment on les développe, comment les politiques sont écrites et de suivre et de mesurer l'impact. Et en faisant cela, les comportements qui modèlent l'environnement, eh bien, on peut changer les comportements. Alors, ça m'amène à une question que j'avais pour toi. Tu avais parlé d'être un consultant, la formation ou le manque de formation. Alors, est-ce que tu crois que d'être consultant de diversité et d'inclusion devrait y avoir une loi ou quel risque y a-t-il par rapport aux qualifications? Si, si on commence à légiférer ou le reconnaître comme une profession, eh bien, une conclusion juste, c'est quelqu'un va dire oui, c'est OK d'avoir le DEI. Alors, si tu viens d'un camp qui dit débarrasse-toi de ça complètement, eh bien, tu n'aurais pas de discussion si la profession devrait être gérée et comment on détermine la certification et les qualifications. Ça va être difficile à dire. Il y a un motif de profit aussi, hein, les gens le pointent. C'est une industrie d'1 milliard de dollars. Différentes institutions post-secondaires et des OSBL aussi développent des qualifications. On peut faire de l'argent aussi, mais c'est aussi en réponse aux organisations, aux compagnies qui essaient de se protéger eux-mêmes ou d'être meilleurs. Donc,
il y a un besoin dans le marché pour trouver une réponse de la place du marché. Mais comme vous voyez aux États-Unis, on peut commencer à prendre des étapes pour réguler ou prévenir, comment dirais-je, qu'est-ce qui devrait en devenir. Mais je pense encore qu'on est dans un endroit où on doit encore en parler. Avant que c'est devenu quelque chose de grand, là, c'est où il y avait les emplois, l'équité dans l'emploi. Si c'est légiféré fédéralement ou tu es sur une juridiction fédérale, eh bien, c'était les droits humains, hein. Donc les ressources humaines, le personnel, mais parfois ça a pu être sculpté pour l'équité de l'emploi aussi, là. Et l'équité de l'emploi, c'est encore plus petit que DEI. Donc, difficile à dire, plus étroit. Et j'ai vu une question là, qui est arrivée parce que la personne me demande choisir de différents mots. Qu'est-ce que c'est de censurer? Alors, si on cite, disons, un contenu historique, comment on peut s'obstiner si on veut utiliser un mot différent? Encore une fois, c'est un argument binaire, là. Cette idée de censurer. Je ne pense pas que je veux aller si loin là, de dire que c'est de la censure. Je pointe d'être capable d'utiliser des choses dans le contexte. C'est approprié au contexte d'utiliser le mot. Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas utiliser le mot, mais est-ce que ça va avec le contexte? Mais aussi, quelle est la motivation? Est-il nécessaire de l'utiliser? Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre mot? Mais si tu crois, après avoir fait les plus et les moins, que ça peut ajouter à la gravité en utilisant ou rend l'exemple plus clair et tu penses que c'est approprié dans le contexte, vas-y. Mais, tu vas utiliser un mot différent que non, non, non. Tu es censuré automatiquement. Non, non, je suis en désaccord avec ça. Merci. Alors, la question juste avant ça, combien de poids on devrait donner à l'idée que les politiques EDI vont causer un doute parmi les employés? Alors, si quelqu'un est employé à cause des politiques d'équité, ça ne crée pas un doute que cette personne a été embauchée par ses mérites. Alors, ces politiques peuvent avoir des conséquences contre-productives. Oui, les gens, les critiques parfois ignorent, hein. Et si tu es membre de les groupes que le DEI va cibler, personne espère être embauché à cause de les caractéristiques protégées ou non protégées. Tu espères d'avoir été embauché là, parce que tu es habile et pas juste à cause d'une statistique. Tu n'es pas embauché comme médecin juste parce que tu es noir. Mon ami et collègue Michael Jean, ancienne gouverneure générale, partagé avec un groupe là, lorsqu'elle a été annoncée comme gouverneure générale et la conférence de presse a été faite après que Paul Martin ait parlé et a dit elle va être présentée comme la prochaine gouverneure générale. Il s'en allait et elle a entendu un reporter dire comment vous sentez-vous d'être le modèle de personne? Et il continuait de marcher, mais elle a arrêté et elle s'est tournée pour revenir au micro et elle a dit je ne suis pas le token de personne ou la pièce de personne. Mais imaginez ces critiques, même dans les médias. Écoutez, hein, on ne sait pas, gauche ou droite, c'est pas grave, là, les médias. Mais regardez la question là, pour diminuer ou minimiser Michael Jean. Sur quelle base quelqu'un l'offrirait comme un sacrifice, comme un gage? Qu'est-ce qui amène cette question? Elle ne vient pas pour être un gage, hein. Madame Mary Simon n'espère pas juste qu'elle est là parce qu'elle est autochtone. Quelqu'un peut amener la situation au Canada après la découverte des tombeaux non marqués et que ce soit des anomalies ou non, là. Certainement qu'elle ne pense pas qu'elle est là juste parce qu'elle est inuite. Quel est mon hystérique? Pas de médecin, pas de noir, pas d'autochtone, pas de brun handicapés vont vouloir avoir aucune question d'un patient qui vont dire ah, t'es médecin à cause que tu viens d'un programme spécialisé. Est-ce que tu es, t'es un pilote et tu ne sais pas comment atterrir si on a une urgence?
Non, ce n'est pas le cas. Je peux vous dire, à l'Université de Toronto, où on a le processus d'admission de Noirs et je faisais partie des consultations pour faire ça et je faisais partie d'un comité aussi. Les gens là, qui ont eu des préoccupations, est-ce qu'on va réduire les exigences de M4 ou de GP en créant le processus d'admission des Noirs? Et la réponse a été non. Les exigences M4 est demeuré le même. Les exigences GP sont demeurées les mêmes. Toutes les autres composantes de l'application sont demeurées les mêmes. Si un étudiant était élu de faire partie de ce processus des Noirs, avait plus de travail à faire et il avait un essai additionnel à écrire. Et la seule chose qui était différente aussi, c'est que cette application serait revisée par un panel de personnes noires, donc des gens de la communauté et le reste. Mais le reste du processus d'admission là, pour aller à l'école médicale était le même. Il devait participer à ce qu'on appelait les multistations d'entrevue, là, mais le point d'entrée minimum, M4 de base, GPA, écrire l'essai, ça n'avait jamais changé. Donc, aucune personne espère qu'ils sont là juste à cause de la caractéristique de leur peau, parce qu'ils se préparent aussi là, de ce contre-coup où on regarde et on dit, ah, ça, c'est la personne qui a passé au travers le processus. Elle ne sera peut-être pas aussi intelligente. Mais on devrait questionner, là, et il faut que je passe du temps sur ça. Dans une autre conférence ou présentation, je pourrais vous amener au travers les tonnes de processus d'acquisition en détail sur à quel point c'est faillible et on devrait contester la méritocratie là. Dès le début. Là, le mot qui décrit le travail, à où on en fait la promotion, qui est ciblé, comment les références sont faites et est-ce que, évidemment, on fait un dépistage dans les candidats? Comment on fait d'évaluer ce dépistage? Comment on veut structurer l'entrevue? Comment on va évaluer les réponses dans l'entrevue? Comment les questions sont posées dans l'entrevue? Et comment on décide du candidat? C'est plein de failles remplies de biais. Alors, si on vous a entendu parce qu'il n'y avait pas de processus là, pour une communauté ou un groupe, ne me dites pas que ce processus était à 100% méritocratique. Ça ne pourrait pas. Alors, un processus était-il ciblé ou non? Et c'est ce que je disais à mes clients. Si tu peux m'amener dans un processus et tu arrives quand même avec une équipe d'hommes tout blancs, parfait. Mais si on va passer au travers le processus et il y avait une faille qui était apparente, on pourrait avoir un enjeu. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. Il reste une question. On la fait rapidement ou allez, allez. Je veux que les gens se sentent satisfaits. Bon, bravo, merci là. Belle présentation, euh, bien, bien soignée, institutionnalisée, EDI au tout début avec plein d'accros à venir, plein de d'intérêts qui compétitionnent. Alors, la réforme ressemblerait à quoi pour une approche EDI et l'avenir ressemble à quoi? Comme j'ai dit, DEI est au Canada depuis longtemps, là. Dans notre cas, ça a commencé avec l'équité de l'emploi au milieu fédéral. Donc, on voit une forme différente maintenant. L'accessibilité, donc, de mieux protéger les droits avec un handicap, ça existe depuis longtemps sur la protection des droits humains, mais l'accessibilité est devenue sa propre sphère et parfois c'est emballé comme faisant partie de DEI. Ce que l'on voit, c'est particulièrement dans la sphère académique, c'est d'ajouter à la décolonialisation et qu'est-ce que les études de décolonialisation ressemblent et les sourcils vont s'élever et déjà ils le font parce que la médecine, c'est pas la médecine, l'ingénieur, c'est pas juste un ingénieur. À quoi ça ressemblerait si c'était décolonisé? Et j'ai pas de réponse à ça. Mais comme j'ai dit, avec le respect d'une réforme, si on pense aux enjeux de mise en place, là, c'est ça. Quelle est la théorie de changement qu'on va utiliser? Est-ce qu'on utilise DEI ou on préfère décolonisation? L'habilité, peu importe le concept,
quelle est sa portée? Et DEI doit être équilibré aussi avec la liberté académique. Donc, est-ce que le professeur devrait forcer d'avoir des déclencheurs, des avertissements de déclencheurs où on revient aux limites? Bon, ben, le professeur est le roi et maître de sa classe. Donc, ils enseignent comme ils le veulent et comme il leur plaît, ou y a-t-il un équilibre à trouver? Donc, je pense qu'il y a plus de questions à poser là, sur comment on partirait d'ici. Et définitivement, je n'ai pas toutes les réponses. Il y en a plusieurs quand même là. Merci beaucoup, Dave Goyan, d'avoir été avec nous aujourd'hui et on va terminer. Donc, merci tout le monde pour vos questions. Désolé si on ne les a pas toutes répondues. Très belle présentation. Merci encore et à la prochaine. Oh, si vous voulez suivre, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn si c'est bon pour vous. Alors, ça va me faire plaisir de continuer cette conversation d'une façon ou d'une autre parce que je sais que souvent, on n'a pas accès aux professionnels de DEI là, et aimeraient s'engager de cette façon, mais ça va me faire plaisir d'être là. Merci. Et maintenant, on va aller avec les remarques de fermeture avec Dr. Martin Drapeau. Merci, Gina. Tout le monde est très fatigué, alors je vais garder ça court. Merci. Merci vraiment là, à tous les conférenciers, David, Haskell, Eric Smith, Richard Boyce et Dave Gullion qu'on vient d'entendre. On a entendu beaucoup de pensées provocantes dans les présentations aujourd'hui. Donc, certains, on est d'accord, certains, on n'est pas d'accord. Et ça, c'est parfait. On peut améliorer la façon qu'on agit en ajustant ce que l'on pense. Et je pense que Dave l'a bien dit, on peut juste le faire en confrontant nos idées aux idées des autres. Et ce qui compte, par contre, je pense, c'est de continuer la conversation. Et c'est ce qu'on va faire demain. Comme rappel, on va recommencer à 10 heures, heure de l'Est demain. Vous pouvez utiliser le même lien Zoom qu'on a utilisé aujourd'hui. Si, par contre, vous êtes à Montréal, vous pouvez nous joindre en personne à McGill, serrer des mains, rencontrer des gens, élargir votre réseau. Et si vous voulez le faire, envoyez-nous un courriel et je vais le mettre dans le chat. info@colloquia.ca. Laissez-nous savoir, vous laissez que vous voulez être avec nous demain. Là, il ne reste que quelques places. Alors, je vais ajouter votre nom là, dès que je le reçois. Faites-le évidemment avant 10 heures ce soir, là, s'il vous plaît. Demain, ça va être une conversation entre deux personnes qui ont un point de vue différent sur l'EDI et j'espère que non seulement ça va être pour informer nos idées, notre croyance, notre position, mais aussi pour modeler le dialogue, de modeler les conversations et de démontrer que l'on peut quand même parler les uns les autres, même si on a un point de vue différent. Alors, entre maintenant et demain matin, on va amasser les dernières présentations. Alors, si vous voulez avoir une copie, envoyez-nous une copie de info@colloquia.ca. Et sur ça, bien, on va terminer la journée. Continuons à penser, à réfléchir, à parler les uns les autres et de travailler ensemble. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée si vous êtes dans les maritimes. Et dépendamment de votre fuseau horaire, parlons demain davantage. Merci. Au revoir.